à vous asseoir, vous installer, vous rapprocher. Je m'entends à côté. C'est bon? OK, parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir en si grand nombre. On est vraiment heureux et heureuse que vous soyez avec nous pour la Journée internationale des droits des femmes. Alors, d'abord et avant tout, je tiens aussi à souligner qu'on est reconnaissante de pouvoir être ici et de souligner cette journée. C'est pas tout le monde qui a le privilège de pouvoir souligner cette journée. Donc, voilà. C'est la Journée internationale des droits des femmes, parce que c'est pas toutes les femmes qui ont les mêmes privilèges, la même réalité et le même quotidien. Comme tout événement de la Guilde, il n'y a rien qui se fait tout seul, alors on tient à remercier chaleureusement Binox pour être partenaire de la Guilde en DEI et puis pour avoir réalisé cet événement pour une deuxième année consécutive. On tient aussi à remercier Banque nationale, collaborateur de nos rendez-vous, et puis surtout, nos panélistes et notre facilitatrice qu'on peut applaudir maintenant. Donc, je sais qu'il y en a déjà plein parmi vous qui le savez, mais on est vraiment choyés de pouvoir assister à une conversation aussi intéressante. J'ai vraiment hâte, moi aussi. Aussi, un petit détail important. Pour ce qui est de la bâtisse, les portes en bas ferment à 7 heures. Alors, si vous voulez, à partir du moment où vous sortez après 7 heures, vous ne pouvez plus rentrer, à moins qu'il y ait une urgence nationale. Aussi, pour la salle de bain, vous devez traverser où il y a les ascenseurs. Après ça, vous tournez à droite, puis vous allez les trouver. C'est vraiment bien indiqué, là, dit comme ça, c'est pas clair, mais vous allez y arriver. Donc, sur ces paroles fort intéressantes, je laisse la parole à Camille. Bon panel! Donc, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vraiment ravis de vous voir ce soir. Et dans le fond, je m'appelle Camille, je suis spécialiste aux communications chez Binox à Québec. Nous sommes vraiment fiers de s'associer pour une deuxième année consécutive avec l'équipe de la Guilde pour l'événement du panel des femmes en jeux vidéo à la veille de la Journée internationale des droits des femmes. Nous sommes honorés, en fait, d'accueillir à nouveau cet événement et surtout de vous compter en si grand nombre ce soir. Donc, merci à tous et à toutes. Si vous me permettez une petite anecdote, je n'étais pas censée parler ce soir, mais j'en profiterai pour mettre en lumière comment l'événement de l'année dernière a eu un impact sur moi et sur ma carrière. J'étais en pleine recherche d'emploi à la fin de mon baccalauréat et je voulais absolument travailler dans le domaine du jeu vidéo. Donc, je me suis présentée à ce panel sans attente pour finalement avoir des superbes rencontres avec plein de gens dans l'industrie, en plus d'avoir eu la chance de rencontrer ma future collègue Laurie, qui avait travaillé vraiment fort pour que le panel soit un succès. De plus, j'ai eu une rencontre marquante avec Nour Polony, notre directrice du studio, puis son accueil chaleureux et son inspiration m'ont profondément marqué mon parcours, en fait. Pour finir, je voulais simplement vous dire que cet événement a véritablement marqué le début de ma carrière. Donc, merci d'être là. Merci. Je vais terminer en remerciant toutes les personnes qui se sont impliquées dans ce panel. Et maintenant, je vais passer la parole à Madina, notre modératrice de ce soir. Donc, merci. Merci. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui? Excellent. Je suis juste curieuse, qui ici travaille déjà dans l'industrie du jeu vidéo? OK, on a pas mal de gens. Qui aimerait travailler dans l'industrie du jeu vidéo? OK. C'est bon à savoir, ça me donne des chiffres. Merci. Alors, merci d'être ici ce soir. Je suis très contente d'être avec mes panélistes. L'année passée, j'étais assise ici. Cette année, je suis la modératrice et je suis très heureuse de l'être. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Je vais commencer avec une petite introduction et on va commencer à parler de choses importantes. Alors, déjà, on va commencer avec l'état des faits. Je pense que le constat concernant la sous-représentation des femmes dans l'industrie du jeu vidéo
est un sujet connu, largement connu, je dirais même. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait sentir vraiment à tous les niveaux. Puis je crois que certaines femmes font parfois face à certains obstacles, à certains défis. Puis je dirais en plus qu'il y a les difficultés de conciliation vie professionnelle et vie de maman. Je pense que ce panel ne vise pas vraiment à répéter ce qu'on connaît déjà. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est progresser. On veut être en mesure aussi de proposer des initiatives et des solutions concrètes. Puis je crois que plus précisément, nous, ce qu'on veut faire, c'est se concentrer sur des actions à entreprendre et des bonnes pratiques à adopter. Notamment, on veut comment encourager les femmes à entrer dans l'industrie du jeu et y progresser. Quelles mesures peuvent être prises par certaines entreprises et certains studios, justement, pour pouvoir soutenir leurs femmes, en particulier au niveau du retour du congé de maternité. Et en troisième lieu, le rôle que nos alliés peuvent jouer. Alors, sans plus tarder, on commence à présenter notre panel. Je vais les laisser se présenter, mais tout d'abord, j'aimerais, moi, me présenter. Mon nom est Nadina. Je suis la modératrice aujourd'hui avec plusieurs décennies dans l'industrie du jeu vidéo. J'étais en RH, en acquisition de talent. Je le suis toujours, plus pour l'industrie du jeu vidéo. Par contre, je travaille très près avec eux. Alors, je laisse la parole au panel qui va se présenter. Je vais commencer. Bonjour tout le monde, mon nom est Marie-Ève Vignola, je suis directrice de jeux mobile chez Binox. Je suis ici depuis presque 3 ans. Je suis attachée au studio de Québec. Comme vous savez, Binox a un bureau ici à Québec. Ça fait plus de 15 ans que je suis dans l'industrie du jeu vidéo, donc j'ai commencé en 2007 à faire des jeux sur l'iPhone 1 et des jeux pour enfants. Ce qui m'a amené après vers le marché free-to-play, ce qui m'a amené après vers la console, ce qui m'a amené après aussi à progresser dans ma carrière, à devenir gestionnaire et aujourd'hui directrice de jeu. Ça fait plaisir aujourd'hui d'être avec vous ce soir. Merci Marie-Ève. Bonjour, moi je m'appelle Viviane, je suis cofondatrice PDG et productrice chez Jeux Ratloop Canada, un petit studio indépendant à Montréal. On est environ 16 dans notre équipe et en production de jeux depuis environ 7 ans. Moi, mon parcours initial était en marketing. Je travaillais beaucoup en marketing digital. Donc, en ce moment, je m'occupe aussi un peu de tout ce qui est marketing au studio. J'ai changé un peu de carrière car mes 2 cofondateurs, le programmeur voulait partir sur un studio indépendant, mais ne voulait aucunement s'occuper de ce qui était pas programmation de jeu. Donc, ayant un peu d'expérience aussi en gestion de petites entreprises, je me suis joint à eux pour partir notre petit studio. Merci, Viviane. Allô tout le monde, moi c'est Marie Ramirez-Marquez. Ici présente. Donc, je suis responsable en acquisition de talent chez Turbulent. Turbulent qui a été récemment acquis par CIG, Cloud Imperial Games, donc le fameux éditeur du jeu Star Citizen. Je suis au Québec depuis 2017. J'ai commencé ma carrière en finance. J'ai pas du tout aimé. Donc, quand je suis arrivée au Québec en 2017, j'ai décidé de me réorienter et j'ai commencé à faire du recrutement en tech et puis plus récemment en jeux vidéo. Je suis très heureuse d'être là ce soir aussi. Nous aussi, merci. Je tiens à préciser qu'il y aura une période de questions qui va s'ouvrir à la toute fin, donc restez, on est là pour vous répondre. Et pour les gens qui nous regardent à la maison, sur Twitch, on aura également une période de questions ouvertes pour vous aussi. Alors, on va commencer par un sujet. Vous allez voir, on va passer à travers plusieurs sujets, mais aujourd'hui, le sujet commencerait avec le soutien de l'entreprise. Je trouve ça intéressant parce qu'on parle souvent de la progression de carrière des femmes dans l'industrie. On souhaite tous soutenir des cultures d'entreprise qui intègrent la valeur de congé parental. Accompagner la parentalité est essentiel pour permettre aux femmes, justement, de progresser, s'épanouir dans un milieu de travail équitable et inclusif. Et j'ai des questions pour vous. Plus précisément, avez-vous rencontré des
défis en matière de progression professionnelle en tant que femme et comment est-ce que votre employeur a-t-il contribué à les surmonter? Je laisse la parole. Je peux commencer? Oui. La réponse est oui, évidemment. On en rencontre des embûches en progression de carrière en tant que femme. C'est très général dans le sens que, oui, je suis une femme, mais je suis une personne qui a beaucoup d'émotions, qui parle avec son cœur. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Je suis très directive, je suis très expressive et tout. Et c'est le fun, mais ça a aussi l'envers de la médaille que je suis aussi une grande sensible. Et progresser dans ma carrière, pour moi, est quelque chose de difficile sur le point de vue émotion. J'aime les gens, j'aime avancer avec eux, j'aime donner des défis, mais parfois, plus on monte, plus c'est difficile à gérer des fois, là, les attentes des gens, bref, il y a des émotions là-dedans. Donc moi, ce qui m'a aidé énormément, c'est la confiance de mes employeurs, de mes patrons à chaque fois. Encore une fois, là, il y a pas très longtemps, je suis allée voir mon patron en me disant « Hey, là, il s'est passé ça, j'ai réagi comme ça ». Et il m'a donné les tapes dans le dos que je voulais. Ça prend pas longtemps, c'est pas beaucoup d'efforts, mais juste sa confiance, ça me redonne l'énergie pour continuer, toujours viser plus loin et éventuellement progresser. Donc, moi, c'est ça mes enjeux, vraiment. L'écoute de ton employeur, tes patrons, je pense que ça, c'est quelque chose qui est toujours important, c'est d'être là et d'écouter. Exactement. Viviane ou Marie, est-ce que vous voulez rajouter ou répondre à cette question? Ben, moi, c'est sûr que c'est un peu différent puisque je suis gestionnaire d'entreprise. Je suis un peu dans l'autre rôle. J'ai commencé en jeu tout de suite en tant que PDG de mon choix. J'ai décidé de partir de notre compagnie. Qu'est-ce que je trouve qui est un peu difficile, par contre, des fois, c'est aussi, on parlait d'émotions, etc. Des fois, ça arrive que les gens nous prennent un peu moins au sérieux parce que en tant que femme, ils vont penser qu'on est peut-être émotionnel ou qu'est-ce qu'on dit. C'est basé sur l'émotion et non sur le rationnel. Donc, moi, je pense que vraiment, c'est de toujours démontrer aux gens, à chaque fois qu'on a quelque chose à dire, que c'est recherché, que c'est pas basé sur l'émotion, c'est basé sur des faits. C'est quelque chose que j'essaye beaucoup de faire. Et aussi, les autres employés avec qui je travaille, c'est de leur donner comme du empowerment, comme de leur dire que quoi qu'ils travaillent, il ne faut pas qu'ils soient gênés désolée, j'ai beaucoup d'anglicisme, de se battre pour ce qu'ils font. Pour les artistes, par exemple, s'ils présentent quelque chose, pas parce que quelqu'un dit qu'ils ne préfèrent pas ça, qu'on doit nécessairement suivre ce que les autres ont à dire, mais c'est aussi de défendre son travail puis de démontrer que qu'est-ce qu'on fait, c'est parce qu'on y a pensé et que c'est pas aléatoire. Fait que moi, je pense que beaucoup, en tant qu'employeur, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est de empowerment, puis le plus qu'on donne du pouvoir et puis de la place pour que les femmes aussi parlent, ça leur permet d'avoir plus confiance en soi et de progresser parce que quand c'est le temps de parler de promotion ou d'avancement dans leur carrière, ils ont moins de gêne et ils sentent qu'il y a de la place pour ça. Très bien dit, effectivement. Marie? Alors oui, moi personnellement, je l'ai rencontré surtout quand je travaillais en France. C'est pour ça que j'ai aussi quitté mon pays natif. Ça a été compliqué parce que en tant que femme, on sent qu'on est obligé de prendre une certaine posture, puis de s'identifier un peu comme un homme, et puis dans une audience, essayer un petit peu de bomber le torse. Et puis c'est un peu l'attitude que je trouve qui était compliquée à avoir, parce que je me sentais pas pouvoir être moi-même. Donc ça, c'est ce qui m'a aussi poussée à quitter l'Europe. Mais plus précisément, je pense que je rejoins un peu ce que tu dis sur la gestion des émotions, où on a l'impression qu'en tant que femme, parfois, il faut se contenir, puis pas nécessairement parler de ce qu'on ressent, parce qu'on a l'impression qu'on ne sera pas prise au sérieux, parce qu'on prend une décision basée sur de l'émotif et non pas du rationnel. Alors je pense que ça, c'est peut-être un enjeu, effectivement. Mais le marché canadien, puis le Québec est beaucoup plus flexible et plus ouvert à accepter les femmes telles que nous sommes. C'était justement ma prochaine question. Très différent, hein? Oui, très, très différent. Et puis, on m'a jamais posé la question est-ce que j'envisageais d'avoir un enfant dans une entrevue au Québec, alors qu'on me l'a toujours posé quand j'étais en France, par exemple. Aïe, aïe, aïe.
Désolée pour mes anciens employeurs s'ils me regardent. Mais oui, c'est très différent. Le marché est très différent et je trouve qu'on accepte beaucoup plus les gens pour qui ils sont. On voit le potentiel, au-delà de juste s'arrêter à un certain diplôme ou à certaines compétences. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup au Québec. Et c'est pour ça que j'ai aussi fait une réorientation et puis que maintenant, je participe à ça. Excellent. Pouvez-vous peut-être nous partager votre expérience personnelle où le soutien de votre employeur a été déterminant dans votre progression de carrière en tant que femme? Comme je dis, c'est un peu différent pour moi. Peut-être que je peux me référer un peu à mon ancienne carrière. C'était de voir une femme directrice au-dessus de moi pouvoir progresser, montrer l'exemple au fond. Ça démontre que on travaille dans une compagnie qui est ouverte au progrès de la femme, la progression de sa carrière. Donc ça m'aide beaucoup. Je pense que c'est souvent les gens se basent sur l'expérience des autres pour voir comment que elles peuvent progresser aussi dans leur carrière. Donc je pense que pour nous, de démontrer l'exemple en tant qu'employeur que une femme peut progresser, par exemple donner des promotions ou laisser une femme diriger, une équipe, etc., ça démontre aux autres femmes et aux femmes futures qui vont joindre la compagnie qu'il y a de la place. Tout à fait, tout à fait. Moi, de mon côté, petite histoire là, de carrière, dans un de mes anciens emplois que j'ai eu un directeur de production. J'étais tout jeune, je venais d'être embauchée, j'étais pas lead de rien. Et puis après quelques mois, j'ai décidé de me mettre de l'avant. Donc il s'est mis à me donner vraiment des mandats auxquels je me serais jamais attendue. Parfois, j'ai été vraiment déstabilisée. Il m'a envoyé en Chine, il m'a donné des mandats internationaux que je me demandais, mais voyons donc, pourquoi c'est moi qui va là? Pourquoi? Et il me disait, parce que c'est ça. Parce que je crois que c'est toi qui dois aller là. Et si tu te plantes, je suis là. Et je l'écoutais. Et parfois, il venait en voyage avec moi, mais souvent, il était toujours très, très en arrière, ça. Et ça, il m'a toujours mis comme lead mandataire. Mais à la fin de tout ça, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire de la gestion. Mais si cet homme-là ne m'avait pas poussé, certains diront qu'ils m'ont jeté devant le train. Moi, j'aime plutôt dire qu'il m'a placé dans un train pour que je trouve ma place. Exactement. Puis ça, aujourd'hui, c'est une mission que je me donne, moi, à faire avec les gens avec qui je travaille, de dire, OK, c'est maintenant, moi, que cette expérience-là, comment je peux pousser quelqu'un sans le déstabiliser, bien sûr, là, parce qu'on veut pas... on veut quand même demeurer là pour la personne. Mais moi, ça a vraiment changé ma carrière. Je pense que si j'avais pas eu cet homme-là, je suis pas sûre si l'appel de devenir gestionnaire en jeux vidéo m'aurait semblé aussi faisable et atteignable. Voilà. C'est un beau récit, ce que tu partages, parce que souvent, c'est un peu ce qu'on recherche, hein? C'est d'avoir quelqu'un qui va nous faire confiance, qui va nous mettre devant les faits accomplis pour ce que, justement, on apprenne. Et que cette personne est là pour nous accompagner. Donc, je ne sais pas c'est qui, mais on va lui donner une belle main d'applaudissement parce que c'est vraiment... c'est exemplaire de la bonne gestion, vraiment. S'il y a des gens qui nous écoutent, faites comme monsieur. Viviane ou Marie, est-ce que vous voulez rajouter à ça? Partager. C'est de démontrer qu'on fait confiance à quelqu'un. Oui. Puis aussi, en même temps, je pense qu'on en avait discuté un peu, mais ça nous est même déjà arrivé pour nous, puis on apprend, là, quand on fait du recrutement, de tellement vouloir une femme, qu'on a une femme dans un certain rôle, qu'on a potentiellement même engagé quelqu'un qui n'était pas prêt pour le rôle. Ouais. Donc, c'était pas son avantage à elle, c'était pas son avantage à nous non plus, parce que même si nous, on l'a vraiment poussé, on a mis quelqu'un dans une position où elle n'était pas prête, donc potentiellement, ça l'a donné du recul dans sa carrière parce qu'elle avait moins confiance en elle-même. Je pense que c'est important même pour les gens qui veulent travailler quelque part que c'est aussi important pour l'employeur d'engager quelqu'un qui fait dans la compagnie, mais c'est vraiment important pour vous de travailler quelque part où est-ce que vous trouvez un fit dans un rôle que vous pensez que vous progresser, vous épanouir, parce que juste le fait d'avoir
job, c'est pas l'essentiel, c'est d'avoir la bonne job. Là, quand même. Ou si on peut rajouter, c'est aussi une question que l'employeur peut soutenir quelqu'un qui est peut-être en progression de carrière. C'est en sachant très bien que tu ne coches pas toutes les boîtes, c'est comment est-ce qu'on va te mettre en position de succès. Et ça, il y a des employeurs qui le font très bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Je rejoins un peu ce que tu dis sur le fait de pousser puis d'encourager. Je pense qu'aussi parfois on a une vision d'un poste ou une vision d'un besoin, puis on se rend compte que on a identifié une personne et que la finalité ce sera pas ce poste-là ou que ce sera pas cette organisation-là, cette structure-là. C'est un peu ce qui s'est passé avec moi. Donc j'ai aussi eu un homme qui m'a donné une chance, qui a cru en moi et on m'a beaucoup reproché d'être trop impliquée, trop carriériste, trop émotive. Puis c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'en fait, tous ces trop pouvaient finalement être à mon avantage et c'est Marc, le fondateur de Turbulent, un des cofondateurs, qui m'a embauché, puis au bout de 3 mois, qui m'a promu en tant que responsable et qui m'a dit « Bâtis ton équipe, j'y crois ». Donc c'est possible. C'est possible, c'est juste qu'il faut tomber sur les bonnes personnes, puis avoir aussi l'ouverture de se remettre en question. Oui, des beaux récits, j'aime ça. Des belles histoires, merci beaucoup. Comment vous percevez l'évolution des initiatives de votre entreprise, surtout en faveur de l'égalité des sexes et du développement professionnel des femmes? Ben moi, ça fait seulement 2 ans que je suis Binox, donc mon entreprise, c'est un peu difficile de répondre, mais de ma connaissance personnelle, juste de avoir un panel comme celui-là pour la 2e année, c'est quand même bien. Je sais que de voir aussi toutes les implications qu'il y a avec le Code des filles, avec Pixel, le recrutement, c'est un peu fort, là, mais la représentation dans les écoles pour montrer notre visibilité, ça, c'est le début de tout. Hein. Oui, on est des femmes d'expérience, mais un jour, on va avoir besoin de relève, donc c'est vraiment important d'aller là. Pour moi, je vois vraiment une évolution incroyable. Quand j'ai commencé en 2007, tout ça, ça n'existait pas. Tu étais une femme en jeux vidéo, ben bonne chance avec ça. Là, aujourd'hui, on a des modèles. Il y a d'autres modèles en devenir. Je trouve ça vraiment bien, cette évolution-là. Évidemment, il y a énormément de travail à faire encore, mais je pense qu'on est sur une belle voie. Effectivement. Qui peut répondre? Et nous, on est une petite entreprise, donc nous, c'était vraiment le problème de recrutement. C'était pas juste de recruter des femmes, mais c'est de recruter une petite entreprise, d'entreprises qui étaient non connues. Donc, c'est sûr que dans nos débuts, je pense que oui, le marché, malheureusement, il y a beaucoup plus d'hommes qui faisaient l'application. On était très sous-représentés, même que je dirais qu'au début, on était 8. J'étais la seule femme, même si j'étais la boss, j'étais quand même la seule femme. Mais on a fait beaucoup d'efforts pour recruter plus de femmes. C'est sûr que je pense que pour nous, l'important, c'était pas juste le fait que ce soit un homme ou une femme, mais que ce soit un bon fit dans notre équipe. Donc, je pense que quand on recrute des gens qui travaillent bien ensemble, ça permet... On ne voit plus vraiment le sexe, on voit juste un autre collègue, on voit quelqu'un, c'est presque une petite famille parce qu'on n'est pas une grosse compagnie. Donc, ça permet encore, je parle beaucoup de confiance, mais aux gens de travailler et avoir confiance en eux-mêmes parce qu'ils travaillent bien avec des gens qui travaillent. Donc, je pense que, surtout pour les plus petites entreprises, une équipe qui s'entend bien ensemble, travaille bien ensemble, donc ça l'aide avec le empowerment. Nous, chez Turbulent, au comité de direction, il y a 5 personnes, 2 femmes, 3 hommes. Donc la parité est presque là. La parité est là. Il y a une histoire à succès d'une personne Enrica, qui est notre DRH maintenant, qui a commencé il y a plus de 10 ans à la réception, qui est devenue coordinatrice RH, conseillère RH, qui a repris ses études et qui maintenant est une directrice RH. Donc qu'on a encouragé, enfin, j'étais pas là, mais que Marc a encouragé, qu'il a soutenu, qu'il a mis de l'avant. Il a vu en elle aussi beaucoup de potentiel, donc c'est une belle histoire à succès. Puis, personnellement, dans mon rôle, j'essaie pas de pousser des femmes pour avoir un quota. Parce que j'estime que ça rejoint un peu ce que tu disais tantôt, Marie-Ève. C'est pas forcément toujours mettre une femme dans une position
de succès si jamais on la pousse juste par rapport à son genre. Donc c'est plus amener de la diversité, amener à aller convaincre des femmes dans mon sourcing qu'elles sont capables et ça mène un petit peu du coaching sur comment est-ce que je peux les convaincre qu'elles peuvent y arriver et puis les faire sortir un petit peu de ce syndrome d'imposteur qu'on a toutes. Donc c'est un peu ça le rôle, je pense, du recrutement aujourd'hui quand on va chercher des femmes, c'est de les convaincre qu'elles sont capables avant même de les closer, entre guillemets. Merci. On va changer de sujet. On va parler plutôt de la maternité. Qui est maman ici sur le panneau? Parfait, parfait. On parle souvent de la progression de carrière dans les femmes dans l'industrie. Puis on souhaite justement soutenir de plus en plus là, les cultures d'entreprise, ceux qui intègrent la valeur du congé parental. Accompagner la parentalité est essentiel pour permettre aux femmes de progresser et de s'épanouir dans un milieu de travail. Quels sont les aspects spécifiques du soutien qui ont eu un impact positif? Ah, excusez-moi, hein, je pense que j'ai répété la question, je suis vraiment désolée. Désolée pour ça. Quel aspect spécifique? Non. En tant que confondatrice et PDG du studio de jeu, j'imagine que tu as déjà eu des expériences différentes au niveau de la maternité et comment ça fonctionne quand on est plutôt PDG versus un employé. Est-ce que tu pourrais nous partager ton expérience? Oui, j'ai une petite anecdote. Il y a environ, je dirais, 5 ans, j'étais à GDC et j'étais enceinte durant ce temps-là, d'environ 5 mois. Puis on m'avait fait la recommandation de ne pas dire aux gens que j'étais enceinte parce qu'on était là pour pitcher un jeu de budget de plusieurs millions de dollars. Et puis le fait de dire que j'étais enceinte était déstabilisant, que potentiellement les gens ne voudraient pas nécessairement signer un contrat avec nous car je serais partie en congé de maternité dans pas très longtemps. Fait que c'est drôle parce que moi, au fond, un de mes cofondateurs, c'est mon conjoint. Et je me disais même, on en avait parlé, mais si lui, il allait dire à tout le monde, je vais être papa dans 5 mois, tout le monde aurait dit félicitations, un cigare, etc. Mais moi, c'est comme, mais là, c'est qui va s'occuper de la compagnie? C'est qui va faire ça? C'est qui va faire ça? Je trouvais ça un peu plate parce que c'est sûr que, tu sais, je suis maman de 2 enfants, c'était la première expérience. Donc, c'est quelque chose que tout de suite, je me suis dit, là, il faut que je le cache. Puis on l'a caché, on a finalement signé un contrat avec un publisher, mais on l'a caché jusqu'à la fin. Je pense que j'étais enceinte de 8 mois. On leur a dit, je suis enceinte, je vais partir dans 1 mois. Mais là, c'est le fait qu'ensuite, en tant que PDG, qu'est-ce que je fais? Je pars, on est une petite compagnie. C'est mon conjoint aussi, il a son congé parental. Donc, moi, c'était vraiment la culpabilité d'être là pour mon enfant et puis être là pour la compagnie. Parce que ça aussi, c'est notre autre petit bébé. Donc, malheureusement, j'ai pas vraiment pris de congé de maternité. J'ai accouché. Je pense que j'ai pris 1 mois. Je suis retournée au travail. J'avais ma mère qui m'a beaucoup aidée, c'est sûr. Et je pense que c'est ça qu'on parlait aussi, c'est que c'est vraiment important. Ça vient pas juste du côté corporatif, ça vient aussi de la maison. Une femme carriériste qui veut retourner travailler, il faut qu'elle ait le support à la maison aussi. Ouais. J'avais même regardé une petite statistique que je trouvais vraiment drôle. Toutes les femmes travaillent. Le support qu'ils ont à la maison d'un papa, soit à temps partiel ou à temps plein, est moins que 10%. Mais un homme qui travaille à temps plein a presque 50% de support d'une femme à la maison, qui démontre que c'est pas encore égal. T'sais, une femme travaille, mais elle doit encore en faire beaucoup à la maison et tout ce qui est ménager, décision aussi, ça, gestion de la maison, c'est encore beaucoup le travail de la femme. Donc pour moi, je trouvais ça un peu malheureux. Par contre, c'est pas pour décourager les momtrepreneurs non plus, parce que je pense que ça m'a quand même aidée. Parce qu'en étant entrepreneur, j'avais un peu plus gérer mon horaire. Donc, tu sais, en malade, les rendez-vous, c'était plus à créer ces décisions-là. Donc, c'est pour ça que je veux pas dire qu'une femme qui veut être entrepreneur ne peut pas avoir d'enfant, parce que c'est vraiment la gestion de son temps. Et sachant tout ça, nous, c'est drôle parce qu'en ce moment, on a 2
papas qui attendent des enfants, pas de femmes encore à notre bureau. Et ayant passé à travers tous les docteurs, etc., je pense que nous, ce qu'on a décidé, c'est qu'on est très, très flexible. On n'a pas vraiment... Puis la flexibilité, c'est pas juste pour les gens qui ont des enfants. Parce que souvent, quand on donne quelque chose à quelqu'un, à cause qu'ils ont quelque chose, là, les autres personnes peuvent commencer à dire « Ah, ben là, c'est pas juste à cause qu'eux, ils ont... » On dit les gens qui fument, ils ont des breaks. Puis ceux qui ne fument pas, ils n'ont pas de break. Fait que là, même si c'est pas un break, avoir des enfants, là, mais oui, partir à 4h30 ou avoir un rendez-vous. Fait que donc, on ne donne pas juste ça aux gens qui ont des enfants ou qui attendent des enfants. Je pense que nous, on est juste flexible comme ça avec tous nos employés. Le droit à la déconnexion. Oui. Donc, si quelqu'un a un rendez-vous chez le docteur à 2h de l'après-midi, OK, c'est correct. Parce que si c'est pour toi ou si c'est pour ton enfant, c'est un temps que tu as besoin pour toi-même. Donc, en faisant ça, en n'étant pas extrêmement strict sur genre, le 9 à 5, moi, je pense que les parents, parce qu'on a des parents, et les parents à venir savent qu'on va être une entreprise qui vont accepter que les heures d'un parent, c'est pas le 9 à 5. Que des fois, c'est le 9 à 4, puis après ça, le 6 à 9, plus tard le soir. Puis nous, on comprend ça. Je pense que l'important, c'est juste que les gens savent c'est quoi leur responsabilité. Font leur travail, au fond. C'est un peu à leur propre temps. Absolument. Est-ce que c'était un retour progressif pour toi ou tu es vraiment revenu 5 jours semaine? Bien, je suis revenue progressivement de la maison pour commencer et j'ai eu la COVID, ce qui a été un peu pour moi positif. Parce que à cause de la COVID, bien là, tout le monde travaillait de la maison, donc j'étais pas différente. Parce qu'au début, c'est comme, mais là, elle a travaillé de la maison. Ouais. Mais là, tout le monde travaillait de la maison, puis c'est plus facile. J'ai des enfants de la maison, même que j'ai eu un deuxième enfant durant la COVID. Donc là, avec le travail à la maison, ça l'a beaucoup aidé. Et puis, moi, je suis vraiment une personne qui travaille le soir. Donc, je pense que les gens, ils savent que si je suis disponible durant la journée, je vais leur répondre plus en soirée. Mais oui, j'ai pas vraiment eu le choix. Je me suis toujours dit, si j'ai un troisième enfant, là, je prends mon congé de maternité. Mais pour les 2 premiers, j'ai pas nécessairement eu le choix, mais c'était aussi mon choix. Ça n'a pas été forcé. Si j'avais voulu, ben j'aurais non, je vais prendre mon année, mais j'ai quand même senti une responsabilité envers mon entreprise. Donc, c'est un choix. Merci. Marielle? Oui, moi, je suis partie en congé de maternité 8 mois. Je travaillais dans une entreprise, donc j'ai pu faire ça. Je suis revenue de congé de maternité. J'étais pas chez Binox, j'étais chez Frima Studio à Québec. Ils ont été extraordinaires. Donc, je les name drop aujourd'hui. Là, ils ont été extraordinaires parce que quand tu pars, dans le sens que tu pars 8 mois, 1 an, c'est-à-dire tu changes. Il y a comme quelque chose, une switch dans ta tête qui s'est switché de l'autre côté pendant que tu étais parti. Et revenir, c'est difficile. Pas parce que c'est les jeux vidéo, c'est juste pendant 8 mois, tu étais une maman qui changeait les couches, qui essaie de comprendre comment ça fonctionne un enfant. Et là, après, tu te retrouves à faire ton métier. C'est comme, attends, là, j'avais un métier. Donc, c'est vraiment difficile. Puis je pense que, oui, l'employeur a une part là-dedans, dans le sens que moi, Fremont a été extraordinaire. Ils m'ont offert un retour progressif que j'ai pris, mais pas tant, finalement, parce que ça s'est bien passé, mais ont été surtout hyper flexibles et compréhensifs. Je pense que c'est important. En plus, avec les enjeux de garderie aujourd'hui, là, si t'es chanceux, t'as une garderie, mais sinon, tu vas devoir rester à la maison un peu plus longtemps. C'est de penser à tout ce stress-là que la maman ou que le papa ou le parent d'eux vit, c'est d'empathiser, d'avoir de l'empathie. Pour ça, c'est super important. Puis je pense que ça se démontre par de la flexibilité et de la confiance. Moi, quand j'ai recommencé, évidemment, je faisais pas mes heures là, dans une journée, mais ils ont été super conscients. Et après, moi aussi, j'ai eu la COVID. Bref, on a tous eu la COVID. Bref, anyway, on était dans la COVID et moi, ça a été un peu salvateur pour moi aussi parce que on se retrouvait à la maison et puis après ça, le télétravail est arrivé. Moi, je suis en hybride. Le lundi, vendredi, je suis à la maison, mais c'est fantastique avec une famille. Donc, je pense que c'est une pratique extraordinaire en jeux vidéo. Ça permet
de partir des mijoteuses, de faire des lavages, on pourra en parler pendant longtemps, mais ça permet d'avoir du temps avec ses enfants la fin de semaine, ça permet de se libérer l'esprit un peu sans nécessairement travailler moins. Donc, c'est ça, cette flexibilité-là, pour moi, m'a vraiment aidée. Puis, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aimerait voir qui n'avaient pas eu lieu au niveau du retour de maternité, comme des journées d'accueil ou des touch points, comme on dit? Il y a un point que j'ai pas adressé, en fait. Quand je suis revenue de maternité chez Frima, on m'a attribué un genre de parrain. Donc, c'est-à-dire, ou un body, appelons-le comme on veut. Et mon rôle je devais talonner cette personne-là. Cette personne-là ne me talonnait pas, c'est le contraire. Et je le suivais dans ses dossiers. Et à un moment donné, petit à petit, c'est moi qui ai décidé, là, je suis prête. Là, ça va. Je suis prête. Puis, je me souviens, les premiers dossiers, c'était, OK, il faut revenir là-dedans. Puis, je pitchais beaucoup de jeux et tout. Puis, j'avais de la difficulté, mais le parrain était là. Puis, à un moment donné, le parrain est parti vivre sa vie. Puis, moi, j'ai continué. Et puis, ça, je trouve que ça a été super le fun aussi. Ça a fait une différence. Ça a vraiment fait une différence parce que ça m'a permis, moi, de me donner des limites aussi, là. C'est d'accepter que je reviens pas superwoman en rentrant. Je reviens pas super gestionnaire en rentrant aussi. J'ai perdu pas des capacités, mais des repères. Puis je pense qu'il faut se donner le temps de faire ça. Donc, des mesures de parrain, flexibilité, confiance, ça aide toujours. Merci. Merci pour vos réponses. Si on parle d'actions concrètes que les entreprises peuvent prendre, est-ce que vous avez des conseils que vous voulez peut-être donner à notre audience? Pour la maternité. Je pense que c'est quand quelqu'un part en congé, que ce soit maternité, maladie, juste pour un congé pas indéterminé, mais long, là, c'est bien surtout que le congé de maternité, c'est quelque chose qu'on peut planifier en termes de quand une femme va partir. Ou même un congé parental, je dirais, parce que les hommes peuvent prendre 5 mois maintenant du congé. Parce que le congé peut être partagé. Oui, c'est de planifier, c'est de ne pas se dire « Ah, cette personne-là est partie. » Donc, on va tout mettre ses responsabilités de côté, puis on va attendre que cette personne-là revienne, et puis que ces responsabilités-là, on va lui retomber dessus, parce que je pense qu'il va y avoir de la frustration naturellement avec les gens dans l'équipe. Il va y avoir des autres attentes quand la personne va revenir. Et pour cette personne-là, elle revient avec un de travail. Donc, moi, je crois beaucoup que si on sait que quelqu'un part pour un temps, on peut engager quelqu'un pour remplacer dans le congé de maternité. Et quand que cette personne-là revient, il peut y avoir une transition entre les deux. Je pense que ça va faciliter. C'est un peu. Et un passage de connaissances. Oui, puis là, ça va faciliter le retour. Parce que oui, c'est vrai qu'avoir le cerveau de maman et puis de switcher, c'est difficile. Et même que des fois, on part en tant que directeur, PDG, producteur, whatever, on revient et puis là, tout à coup, les gens, ils te regardent un peu différemment parce que maintenant, t'es maman. Fait que les gens te perçoivent différemment même quand là, tu deviens un peu la maman travail ou moi je trouvais ça un peu difficile aussi parce qu'on travaille fort pour que les gens nous respectent au sérieux. Et après ça, quand on revient, il faut un peu le retravailler parce qu'on est aussi maman. C'est pas qu'on respecte pas les mères, mais tu sais, une maman c'est différent que te dire un horaire ou respecter un budget, etc. Fait que ça, je pense que c'est pas juste le côté travail, mais c'est le côté la perception que les gens ont de toi quand tu travailles. Quand on pense à personnaliser plutôt la progression de carrière dans les petits studios ou même les moyens studios de jeu, les réalités qui sont très différentes des grands studios, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Surtout venant de 2 différents studios, comment est-ce qu'on aide les femmes à progresser quand le studio est un peu plus petit versus un grand studio? Est-ce que vous personnalisez la progression? De carrière, oui. De carrière, mais je suis la seule qui est partie. Mais comme j'ai dit, vraiment, je pense que c'est de traiter les gens justement. C'est pas juste de dire... c'est pas ce que tout le monde croit, mais c'est pas juste de dire
c'est une femme qui est revenue, donc il faut vraiment lui personnaliser son retour. On est égal avec tout le monde. Je pense que c'est facile en tant qu'une entreprise parce que d'autres personnes dans l'équipe de femmes, par exemple, vont comprendre plus la réalité aussi parce qu'eux aussi, ils ont leur réalité à eux aussi parce qu'un homme aussi est papa, peut avoir des enfants, donc lui aussi, il doit peut-être partir plus tôt, avoir des enfants malades, etc. Donc, l'homme aussi doit passer à travers le congé parental. Donc, je pense que c'est juste de traiter toute l'équipe pareillement, même les gens sans enfants, fait que le retour est plus facile parce que t'es pas comme alien, celui qui est différent de tout le monde. Ben, je parlais plutôt, si on sort du contexte de la maternité, comment justement un petit studio s'assure de pouvoir faire progresser ces gens, en sachant que c'est pas les moyens des grands studios, mais aussi c'est très différent. Donc, peut-être répondre à la question, si jamais on avait plus de femmes dans ton studio, qu'est-ce qu'on ferait pour justement s'assurer qu'il y a une progression de carrière? J'ai un peu de difficulté à répondre à cette question car nous, on est un petit studio très horizontal. On n'a pas une grosse hiérarchie, donc tout le monde travaille vraiment ensemble. Quelqu'un avec 3 mois d'expérience qui rentre en tant que joueur peut donner son opinion autant que le directeur de jeu parce que pour nous, l'important, c'est que n'importe qui travaille sur le jeu et qui joue le jeu a une opinion sur le jeu et que souvent, quelqu'un qui est plus jeune, qui joue que plus le temps de jouer à des jeux, a même une meilleure opinion que quelqu'un qui est rendu à un plus vieux âge, qui n'a pas le temps de jouer. Donc, nous, c'est vraiment juste essayer le plus possible le respect, pas nécessairement à cause de la hiérarchie ou de la seniorité. La seniorité, c'est plus l'expertise. Je pense que si quelqu'un a des questions sur quelque chose de plus technique ou quelque chose à faire, ça, c'est plus important de travailler avec quelqu'un qui a plus d'expertise. Mais pour nous, c'était vraiment d'avoir une compagnie qui était très horizontale. Donc, tout le monde peut prendre sa place. Tout le monde peut progresser. Et pour moi, on est quelques filles quand même dans l'équipe, de quelques femmes, c'est de pousser ces femmes-là à prendre la place, de leur dire, pas nécessairement devant tout le monde, mais si on a un, de leur dire, prends ta place, dis ce que tu penses, pour moi, tant que c'est supporté. C'est pas juste une opinion personnelle, mais c'est basé sur des faits, sur un positive criticism. Donc, c'est un peu apprendre aux gens comment aussi prendre leur place. Oui, moi je voudrais rebondir là-dessus. Donc Turbulence, c'est vrai que maintenant on fait partie d'un plus grand groupe, mais initialement on était plus petit. Donc on a créé la division jeux vidéo et on était à peu près 100 employés. Puis quand on a commencé, on est allé chercher des talents, que ce soit masculin ou féminin, mais plutôt intermédiaires, en leur laissant justement la possibilité de pouvoir progresser parce qu'on était plus petits. Donc je pense que des fois ça peut avoir un avantage dans la mesure où on peut être un peu un couteau suisse. C'est-à-dire que, comme tu disais tantôt, on est beaucoup moins dans un rôle où on va être attaché à avoir une opinion sur un projet, après une décision sur une seule chose. Donc c'est l'avantage des petits studios pour évoluer. Qu'on soit homme ou femme, mais si on parle des femmes ici, je pense que c'est une belle opportunité de pouvoir avancer plus rapidement, puis voir beaucoup plus de choses que si on était dans un gros studio où progression de carrière, c'est après les évaluations, il faut avoir telle et telle certification, etc. Donc, pour commencer dans sa carrière, je trouve que les petits studios, c'est des belles opportunités aussi. Très bien, merci Marie. Je pense aussi que l'employeur aurait avantage à inciter ces femmes-là dans des plus petits studios à aller voir un peu à l'extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est d'aller voir des panels comme celui-ci, d'aller voir des soirées de réseautage. La plupart des employeurs ont des budgets de formation, d'utiliser ces budgets-là pour des formations de gestion. C'est pas nécessairement gestion en tant que femme, c'est gestion, mais on amène nos employés féminines à se développer des sessions de co-développement, des choses comme ça pour rencontrer d'autres leaders dans d'autres industries. Je pense que ça peut aider des gens dans des plus petits... genre de programme de leadership? Oui, exactement, pour vraiment voir d'autres femmes leaders, d'autres leaders aussi, pour essayer d'identifier des modèles, puis trouver son chemin de progression là-dedans. Très bien, merci.
Nous, ça conclut déjà au niveau des questions. Je tiens à vous remercier, mais en conclusion, je pense que ça va être très crucial de responsabiliser nos alliés, nos hommes, les encourager justement à s'éduquer et à soutenir davantage les femmes. Dans votre cas, il semble que vous avez eu vraiment des alliés exemplaires, puis vraiment, je trouve ça génial que vous avez pu partager ça avec tout le monde aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, je pense qu'on ne sera pas en mesure de changer toutes les choses toute seule. Hein? On va avoir besoin d'aide. Nos alliés sont là et on veut vraiment s'assurer que le rôle dans la promotion de l'égalité des sexes et de la création d'un environnement de travail inclusif est important pour tous et pas juste pour nous. Donc, en conclusion, merci beaucoup. Je veux remercier le panel, la guilde du jeu vidéo et les gens sur Twitch. Donc, merci beaucoup. On va ouvrir la période de questions. Merci. Yes, Merci, Béatrice. c'est ça. On va commencer les questions. Est-ce que quelqu'un qui est... Oui, on va commencer par toi. Oui, donc bonsoir. Question par rapport, je trouve que un petit peu plus loin, OK. Donc, je trouve qu'un leader homme versus un leader femme, ça ressemble à quelque chose de différent, en fait, ou qu'on a cette idée vraiment préconçue de c'est quoi que c'est censé avoir l'air un leader homme. J'aimerais avoir vos opinions à vous en tant que femme leader. C'est quoi les distinctions entre les deux, puis c'est comment qu'on pourrait, mettons, reconnaître une femme qui est leader, qui n'est pas nécessairement la même chose qu'un homme qui est assertive, et, ces préjugés-là qu'on connaît, là. Donc, à quoi que ça peut ressembler autre que ça, une leader femme, en fait? En tant que femme, on a parlé beaucoup un peu du côté plus émotionnel. Je pense que c'est un côté qui est un avantage parce que souvent on dit qu'un bon leader est un leader qui est non seulement capable de voir le côté business, mais de voir le côté plus émotionnel aussi d'une compagnie. Comme par exemple, moi, je sais qu'on a eu, surtout durant la COVID, il y a plusieurs employés qui ont eu beaucoup de difficultés, juste émotionnellement, travailler de la maison, être seul, la solitude, etc. Et puis, ils étaient beaucoup plus confortables à venir me parler à moi que, par exemple, à un autre cofondateur qui était un autre homme. Fait que je pense que ça donne un avantage. Et de ce côté-là, moi, un peu comme toi, I care un peu plus de comment que les gens sont émotionnellement, si ça va bien, s'ils ont des problèmes, s'ils ont des problèmes à la maison qui affectent leur travail. Et j'accepte plus ça que potentiellement quelqu'un qui aurait moins d'empathie. Fait que je veux pas généraliser les hommes, mais je pense que les femmes, on a un peu plus d'avantages, qu'on a un peu plus d'empathie. Fait que pour moi, une femme leader, c'est une femme qui sait comment mettre son pied à terre et encore faut faire attention sans être trop émotionnel, car c'est sur quelque chose qu'on va être jugé, malheureusement, mais qui est capable aussi d'avoir son côté émotionnel quand c'est le temps pour que les employés se sentent bien de venir nous parler. Oui, je pourrais juste rebondir sur ce qui est dit. Effectivement, je pense qu'être une femme leader, c'est avoir beaucoup d'humanité, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, mais être capable de prendre des décisions d'affaires quand il faut prendre des décisions d'affaires. Et parfois, c'est compliqué parce que prendre une décision d'affaires peut engendrer des émotions qui sont un peu compliquées parfois à gérer, surtout pour moi. Donc, c'est être prise au sérieux en étant humaine, empathique, mais il faut vraiment se baser sur quelque chose de très cartésien puis très business pour trouver la juste balance, en fait. Et il y a des hommes qui sont comme ça aussi, mais c'est vrai que c'est un trait à tendance assez féminin, je dirais. Il y a un thème, je trouve, qui revient dans vos propos, c'est vraiment la possibilité de prendre des décisions. Et je pense qu'en tant que femme, il faut être dans un contexte pour pouvoir prendre cette décision et de sentir qu'on a sa place. Et je pense que c'est vraiment contextuel de où qu'on travaille, qui est nos propres patrons. Je pense que ça joue un gros rôle pour avoir vraiment le pouvoir décisionnel.
Oui, on a aussi une question sur Twitch. Alors, vous avez parlé de modèles. Avez-vous des non-suggestions de femmes qu'on peut suivre sur les réseaux sociaux? Ouh. Dans l'industrie du jeu vidéo? Yes. Réseaux sociaux, je sais pas. Ben, ou sinon, des profils là, sur Non, tu sais, ben, des gens non. sur LinkedIn. Tantôt, Camille parlait de Nour. Oui, mais je pense qu'on a des excellents modèles au Québec. Tu sais, on parle de Nour Polony, qui est la directrice du studio ici. Mon Dieu, Nathalie Bouchard, directrice d'Ubisoft Québec. Tu sais, on en a plusieurs là. Les noms m'échappent, mais les suivre sur les réseaux sociaux, j'ai pas la réponse à ça. Mais je pense qu'au Québec, on a cette chance-là d'avoir des modèles. Puis, on est là. Puis, il y en a beaucoup. Puis, je pense, si je reviens encore là-dessus, là, employeur, c'est important de créer des modèles aussi. Les modèles, ça se crée pas tout seul, rarement, en fait. Donc, la création de modèles, ça commence par le recrutement. Donc, aller chercher ces modèles-là, que ce soit des modèles d'expérience, pas d'expérience, mais aussi les mettre de l'avant puis les faire grandir pour qu'un jour, ils puissent faire grandir tout ça. Et je pense que c'est important. Je réponds pas du tout à la question, je suis désolée. Mais si je rajoute quelque chose, je pense aussi au niveau des groupes employés ressources, c'est souvent des places où on va rencontrer des modèles. Donc, si vos entreprises, vos studios en ont, je vous encourage vraiment de participer à ces groupes. C'est souvent là qu'on va rencontrer des modèles. Je trouve ça vraiment génial. Souvent, c'est la place. Oui, puis j'ai le goût d'ajouter que vous avez 4 modèles là, devant vous. Alors, allez les suivre, elles. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Bonsoir. Je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat, mais je me demandais, est-ce que vous avez constaté des améliorations? Parce qu'on est dans l'industrie du jeu vidéo, on sait comment l'industrie du jeu vidéo a tendance à traiter les femmes, notamment dans certaines compagnies que je ne nommerai pas. Est-ce que vous avez constaté des améliorations par rapport à ça? Est-ce que vous avez constaté des efforts? Absolument. Des choses qu'on pourrait qualifier comme positives? Voilà, c'est ma seule question. Absolument, il n'y a pas de question. Il y a vraiment eu des améliorations. C'est sûr qu'il y a du travail à faire, mais moi, je vois vraiment une nette amélioration, surtout que ça fait quelques décennies que je suis dans l'industrie, puis on parle juste en nombre. Ça a changé, mais au niveau des femmes en leadership, je pense que ce chiffre continue d'augmenter. Et si je ne me trompe pas, si je me base un peu sur les données de l'an dernier, c'est la même chose au niveau académique et études. Beaucoup de femmes rentrent dans des programmes justement de jeux vidéo, le poursuivent et justement ont des rôles. Donc oui, il y a vraiment une différence. À ça, j'ajouterais aussi, l'industrie a vraiment évolué. Les femmes sont mieux équipées, je pense, pour gérer avec ça. Je reviens à moi quand j'ai commencé en 2007, c'était comme bonne chance avec ça. Il y a eu des affaires pas le fun, là. On va se le dire, là. Il y a eu des affaires vraiment pas le fun dans plusieurs compagnies. Puis je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises pour enlever des gens qui étaient à tort là-dedans, mais aussi des mesures qui ont été prises pour sensibiliser les gens à ça se passe. Ce comportement-là n'est pas correct. C'est pas acceptable. N'est pas acceptable. Et il y a plein de comportements, des fois, qui étaient tout petits que même nous, on ne savait pas, mais maintenant, ça nous a vraiment sensibilisés. Et honnêtement, sur un plancher de production, moi, je vois vraiment un changement. Les gens font attention et tout. Et puis, c'est beaucoup plus fluide comme climat. Donc, c'est parfait? Non, pas du tout. On continue de s'améliorer là-dessus, mais en 15 ans, moi, j'ai vraiment vu une grande évolution, puis j'espère que ça va continuer. C'est important aussi pour ceux qui témoignent certains gestes d'en parler, puis je pense que ça aussi, ça fait une grosse différence. Mais oui, il y a encore du travail à faire, mais moi, je suis très fière du travail qui a déjà été fait. Je pense qu'on est sur la bonne voie, comme Marie-Ève me disait. Donc, oui, je suis très heureuse. On a une question vraiment loin, en arrière.
Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, je suis un peu loin de... Merci à toutes les trois pour le partage de vos expériences. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup pour ça. J'avais une question, je sais que vous avez brièvement touché le sujet, mais c'était plus par rapport... on sait que dans le jeu vidéo en général, maintenant on a autant de femmes que d'hommes qui jouent aux jeux vidéo. Force est d'admettre que la réalité sur le plancher ne se reflète pas forcément, donc on est plus à des pourcentages bien plus importants pour les hommes. Moi, ma question était plus au niveau du recrutement. Est-ce que vous êtes pour la discrimination positive pour les femmes ou pas forcément? Et pourquoi, en fait, surtout ça? C'est touché, ça. Touché comme question. Parce que pour moi, ça n'a pas changé la façon que je recrutais du talent. Pour moi, ça avait toujours été important de recruter des femmes. C'est toujours le meilleur ou la meilleure candidate pour le rôle. Il y a un encouragement qui se fait. Je le fais aussi avec les personnes racisées. C'est très important de les voir rentrer dans l'industrie, mais aussi de représenter nos joueurs. Aujourd'hui, les joueurs qui jouent, c'est des gens, c'est des femmes, c'est des hommes, c'est tout le monde. Donc, c'est très important d'avoir cette représentation en tant qu'acquisition de talent. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, la discrimination, je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre. Moi, en tout cas, j'en fais pas. J'en fais pas, j'y allais vraiment avec la meilleure personne. Moi, je suis d'accord, parce que comme j'ai mentionné tantôt, des fois, même si on veut, mais on n'engage pas les bonnes personnes, ça ne favorise pas la personne qui a le rôle par la suite et ça ne favorise pas l'équipe. Ça favorise personne, au fond. Je pense que vraiment, il faut engager les gens qui ont un bon fit pour le rôle. Il faut juste être ouvert à n'importe qui, au fond. C'est pas, il ne faut pas aller chercher, par exemple, en termes de recrutement, il ne faut pas aller chercher, je ne sais pas s'il y a des sites qui sont plus spécifiques aux hommes, là, mais il faut aller partout où il y a des femmes et des hommes, pas dans les endroits où est-ce que, si on fait du réseautage. Par exemple, aujourd'hui, si on vient faire du réseautage ici, on sait qu'il y aura plus de femmes. Donc, il y a des événements qu'on sait qui seront peut-être plus majoritairement des hommes. Mais oui, moi, je ne crois pas nécessairement en la discrimination positive. La discrimination positive, parce que je ne pense pas que ça l'aide personne. Il y a plus d'applicants, déjà, faut se le dire. Hein? Il y a beaucoup plus d'applicants qui sont femmes, donc déjà là, ça facilite notre travail. Mais je pense que la question se pose plutôt au niveau du processus de recrutement. C'est lui qui doit changer pour s'assurer que, justement, tous les candidats qui entrent ont le même traitement et on est capable de, justement, traiter cette candidature pour dire qu'aujourd'hui, bien, entre les 3 candidats, il y avait 2 femmes, il y avait un homme, bien, c'était les femmes qui étaient meilleures, donc j'embauche une des femmes. C'est aussi simple que ça, mais il faut s'assurer que le processus lui-même soit équitable, que tout le monde ait les mêmes questions, qu'on agisse de la même façon. Et ça, on le voit de plus en plus. Les entreprises s'assurent justement d'avoir des processus qui sont assez bien rodés où, justement, il n'y a pas de différence qui est devant nous. Le traitement sera le même, le processus sera le même, les questions seront les mêmes. Oui, effectivement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. L'enjeu, quand on fait des discriminations positives, c'est que si j'embauche une femme, parce que c'est une femme, puis que ça ne fonctionne pas, ça va amplifier le sentiment que peuvent avoir certains hommes à se dire « Ah, tu vois, elle est encore là parce que c'est une fille. » Donc, je ne pense pas que ça rende forcément service. Je pense qu'au niveau du recrutement, une de nos plus grandes missions en acquisition de talent, c'est vraiment l'éducation des gestionnaires. Ouais. Sur prendre des décisions équitables, éthiques, ne pas forcément se baser sur la couleur, l'orientation, le genre, mais plus sur les compétences versus les besoins du poste. Donc je pense que nos rôles maintenant s'orientent beaucoup plus sur du conseil, de l'accompagnement, puis de la sensibilisation, que vraiment sur le fait de pousser un genre juste parce qu'il faut qu'on ait un panel qui soit diversifié. J'ai travaillé dans une entreprise qui nous demandait d'avoir 25% de candidats en dernière étape qui soient issus de la diversité. Très mauvaise idée. Parce que c'était très difficile pour moi en termes d'éthique parce que je devais pousser des candidats alors que je savais pertinemment qu'ils n'avaient pas les compétences
mais ça faisait plaisir pour les statistiques. Donc, non, je rejoins ce que tu disais, Madina. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Yes, Julia. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors en fait, tantôt, c'est un peu comme deux questions en une, mais vous parliez de quand vous êtes revenu de votre congé de maternité et que soudainement vous étiez une maman et que la perception, elle avait changé. Est-ce que c'était quelque chose comme related aux émotions ou quelque chose? Et justement, la deuxième question, en fait, c'est, vous parliez comment être émotive, ça pourrait être négatif, mais en même temps, dans une position de leadership, c'est un atout. Alors, oui, en gros, alors, la question, c'était pas mal ça. À la première question, quand on revient, on est une maman. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est tout d'un coup, notre vie est remplie de nouvelles responsabilités. Oui, on doit livrer des jeux vidéo et tout, mais on doit aussi garder un bébé en vie. Et c'est quand même des responsabilités importantes. Et avoir à jongler avec ça, c'est prioriser tout ça dans la tête. Moi, j'ai trouvé ça vraiment difficile, cette partie-là. Il a fallu que je me donne du temps, que je me cède des limites. Puis je me dis, bon, mais je vais redevenir une vraie gestionnaire à pleine capacité quand je vais être prête. C'est un peu ça que je voulais dire par là, parce que mon esprit était comme rempli de nouvelles responsabilités. Et c'est ça. Et pour la deuxième question, au niveau des émotions, tu as raison. Être émotive, ça peut être une qualité. C'est vrai. Je pense qu'après, il faut savoir bien la gérer. Avoir de l'émotion, il peut y avoir beaucoup d'émotions, hein, mais avoir de l'empathie, vouloir construire des relations avec son équipe, c'est hyper important. À être sincère avec eux, c'est super important. À être triste avec eux quand c'est pas le fun, c'est important aussi. Mais c'est important aussi d'être un chef de file. Et quand c'est triste et quand c'est pas le fun, ben il faut continuer, il faut empathiser tout ça, mais il faut continuer. Et puis, si je vais raconter quelque chose de personnel, la première fois que j'ai fait une mise à pied de ma vie, je suis allée pleurer pendant 25 minutes aux toilettes. J'aurais jamais pu faire ça sur un plancher de production. Mais, puis après, la deuxième fois, parce que j'en ai fait quelques-unes, même affaire. Puis probablement, si j'en fais une demain matin, ça se passera pas, inquiétez-vous pas, mais ça va être ça aussi. Pourquoi? Parce que j'ai ça. Je suis comme ça. Mais je ne vais pas aller pleurer sur mon plancher de production pas parce que je ne veux pas le montrer, je vais être triste avec mon équipe. Je vais les comprendre, on va être ensemble dans cette histoire-là. Mais ça c'est de la gestion de mes émotions, me dire comment je peux être plus forte, je le vis comme ça. Mais je pense que mon côté émotif fait de moi une bonne leader, fait de moi une leader humaine et empathique. Mais bon, maintenant, vous savez à quel point je peux être émotive dans certains dossiers, mais je le gère bien, puis je le gère avec assurance. Donc, je pense que c'est une question de balance un peu. Pour moi, c'était plus, quand j'ai mentionné ça, je pense que personnellement, je travaillais très fort pour démontrer comme mon leadership, être assertive, avoir confiance quand je parle. Et avant d'avoir des enfants, les gens, ils regardent pas ton côté personnel, ils te respectent en tant qu'employé, employeur, collègue. Et puis quand on revient d'un congé, souvent, là, tout à coup, là, le côté personnel, il apparaît un peu plus parce que là, aujourd'hui, je travaille de la maison parce que mon enfant est malade ou même, souvent, on pense que, comme j'ai mentionné, je travaille avec mon conjoint et puis c'est souvent moi qui reste à la maison, même si lui, il pourrait aussi. Et puis là, les gens commencent à avoir un autre côté de toi qui peut-être un côté plus doux. C'est pas nécessairement mal, mais c'est juste qu'on travaille tellement fort pour se présenter d'une certaine façon. Puis là, tout à coup, on est maman. Puis là, les mamans sont plus douces, sont plus ci, sont plus ça. Ça, j'ai trouvé ça un peu difficile de perdre un peu ce côté-là et puis de revenir complètement comme, OK, on connaît pas ce que je fais à la maison. Je suis juste ici pour travailler avec vous. Et de l'autre côté, quand j'ai parlé de l'émotionnel,
peut-être pas tout le monde qui sera d'accord avec moi, mais je pense que dans les meilleurs leaders au monde, sur la planète, c'est des femmes. Je pense que c'est à cause qu'il y a le côté plus empathie on a l'empathie, on comprend un peu plus ce qui est plus, pas juste la business ou comment gérer un pays en termes de budget, mais qu'il y a des citoyens, des gens. On voit ça maintenant avec en Nouvelle-Zélande, dans certains pays européens ou même en Asie où que les femmes sont leaders, puis sont dans les meilleurs leaders du monde. Donc, je pense que ça, c'est notre avantage d'avoir ce côté-là que, puis, comme je dis, c'est pas qu'aucun homme n'a, mais plus souvent que les femmes ont. Ça nous permet de voir un peu des fois les deux côtés de la médaille. Mais malheureusement, il y a quand même aujourd'hui une petite connotation d'une femme émotive. On l'entend encore. Et ça, c'est malheureux. C'est supposé d'être un super pouvoir. Mais aujourd'hui, pour nous, ça ne nous aide pas. Être émotive peut être vu un peu négatif, même en tant que leader. Oui, je pense que oui. Mais après, il faut voir qu'est-ce que la femme est capable de faire avec cette émotion-là. Ouais. Ça peut vraiment devenir une qualité, je pense. Absolument. Je pense qu'on va prendre une ou deux dernières questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, ben les deux sont à côté, c'est parfait. Bonjour. Alors, moi, je suis étudiante en jeux vidéo. Je voulais savoir, ça serait quoi vos conseils pour des femmes qui veulent entrer dans le domaine puis faire sa place tranquillement? Là? Ben déjà, tu le fais. Tu viens à des événements comme ça. C'est très winner. Sinon, je vais laisser la parole. Mais oui, j'ai une panoplie de trucs. Conseil pour entrer dans le jeu vidéo, ben c'est ça, je pense que tu fais le bon choix aujourd'hui là, en participant à ce genre de soirée, de réseautage là. Entrer dans le jeu vidéo, c'est pas, je vais dire, c'est pas facile. Ça dépend. Je sais pas en quoi tu étudies exactement. Il y a plusieurs métiers en jeu vidéo. Dépendamment des métiers, il y en a que c'est plus facile que d'autres. Donc, j'ai pas de solution parfaite pour ça, mis à part de participer à ces panels-là, à ces événements-là et d'oser appliquer sur des postes, même si tu penses que tu n'as pas les compétences qui sont écrites dans la petite description. Ose. Puis ose, fais tes suivis, sois tannante. Et puis, c'est important, ça. À un moment donné, ça va marcher. Et puis, le jour où ça marche, ben trouve ta place. Trouve ta place là-dedans. Et si un poste de gestionnaire t'intéresse, la gestion, ça s'apprend pas comme ça. Mais il y a un paquet de livres sur le sujet, un paquet de podcasts. J'écoute, moi, plein de podcasts en marchant le matin sur la gestion. Ça m'aide. Ben, on n'a jamais fini d'apprendre. Fait que je pense que c'est ça. Je sais pas si je réponds à la question, mais c'est essaye, ose. Même si tu n'as pas les compétences, continue. Fais ta place. Et dis, si c'est vraiment ça que tu veux faire, ça va fonctionner. Je suis convaincue. Moi, si je peux donner un conseil que je donnais beaucoup, parce que venant d'un grand studio comme Ubisoft, évidemment, beaucoup de gens voulaient rentrer chez nous. Déjà, moi, ce que je conseille, c'est peut-être de ne pas nécessairement viser un studio ou un jeu en particulier parce que tu aimes le jeu. Déjà, je pense qu'il faut ouvrir ses portes pour voir des petits studios, des studios indie, d'aller cogner sur ces portes. Et souvent, c'est une première expérience qui va nous permettre de rentrer dans le grand studio. Donc, commencer avec les petits studios, travailler, donner votre 2 ans, 3 ans là-bas et ensuite aller dans un grand studio. Ça serait un de mes meilleurs conseils. Les gens semblent oublier ça. On est presque à 200 studios à Montréal. Au Québec, on en a plein. Il y en a que c'est des plus petits studios, des studios indie. Allez-y. Même si vous n'avez peut-être pas un atout avec le jeu, je pense que c'est important d'aller chercher cette expérience avec un plus petit studio. Et de potentiellement rester dans un petit studio. On n'est pas obligé d'aller en AAA non plus. Pour ceux qui le veulent. Hein?
Mais une de nos recommandations, nous, en tant que de notre studio, c'est de pratiquer. Il y a tellement d'outils en ce moment qui sont disponibles, par exemple, je ne sais pas c'est quoi ton rôle, si tu es programmeur. Tu peux apprendre Unity, Unreal de la maison ou faire ton propre petit jeu à toi-même avant même d'aller faire application, parce que souvent, on a peur de faire application parce qu'on n'a pas d'expérience, on n'a rien à montrer, mais il n'y a rien qui nous empêche de faire quelque chose nous-mêmes, même de partir de notre propre studio nous-mêmes. Ça, il y a beaucoup, beaucoup de ressources, surtout au Québec, là, pour partir de notre propre studio en tant qu'artiste, de travailler sur ton ArtStation, d'avoir beaucoup à montrer, parce que souvent, on peut voir tout de suite en regardant quelque chose si cette personne-là a l'œil aussi, puis c'est pas à cause qu'ils ont beaucoup d'expérience. Des fois, il y a des gens qui ont juste l'œil pour quelque chose, et même qu'avec 10 ans d'expérience, des gens ont moins l'œil que cette personne-là parce que c'est une personne qui est très artistique ou quelqu'un qui comprend vraiment bien le design d'un jeu parce qu'il joue à beaucoup de jeux. Donc, moi, ma recommandation, ce serait vraiment de pratiquer parce qu'il y a vraiment beaucoup de ressources et ça va te donner confiance à toi-même aussi quand tu vas faire application et de montrer ton portfolio qui sera rempli de choses que toi, tu auras fait par toi-même aussi. Ouais, je suis d'accord à tout ce qui a été dit. Je pense qu'aussi, ce qui est très, très important à Montréal, qui fonctionne, c'est vraiment le réseau. La puissance du réseau est incroyable. Moi, en tant que candidate, il y a 7 ans, je suis arrivée avec une valise. Je ne connaissais personne. Tous les jobs que j'ai eus, ça a été mon réseau. Et je les ai eus parce que je pense que j'ai essayé de connecter, j'ai contacté des gens, je leur ai demandé si je pouvais leur parler pour comprendre comment eux étaient arrivés là où j'avais envie d'arriver aussi. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une carrière, parfois, on voit juste une seule possibilité. Je veux rentrer chez Ubisoft, that's it. Mais la question qu'il faut se poser, c'est, OK, je veux rentrer chez Ubisoft, c'est compliqué. Comment je fais pour trouver des options? Il y a plein de chemins disponibles pour y arriver. Est-ce que je fais un stage avec notre chère amie ici présente? Est-ce que j'essaie de reprendre mes études? Est-ce que je travaille sur mes projets perso pendant un an? Je mets à jour mon ArtStation? Honnêtement, il vaut mieux quelqu'un qui débute dans sa carrière, qui a un ArtStation plein de projets, qui a un portefeuille ultra rempli, qu'un senior qui va un peu dormir sur ses lauriers, puis qui se dit « Ah, ça fait 12 ans que je suis chez Ubisoft ». Donc, on peut vraiment faire sa place quand on débute dans sa carrière. Il faut juste trouver des chemins différents. Il y a le réseau, il y a le mentorat. Essayer de se trouver une ou un mentor. Une, c'est mieux. Une mentor, quelqu'un qui peut nous accompagner, nous introduire, nous épauler, nous conseiller, parce que le mentorat féminin, c'est hyper puissant, puis ça existe. Donc ça, c'est les 2 recommandations que je pourrais donner. Et la 3e, je dirais, c'est honnêtement ne pas avoir peur. Oser se distinguer par... on est toutes uniques par qui nous sommes, notre personnalité. Donc c'est se dire... Je suis capable parce que je suis moi, et il n'y en a pas 2. C'est ce que je me dis tous les jours. Merci. Oui, donc, apparemment, ils avaient la même question. Alors, c'était la dernière question. J'aimerais remercier nos panélistes, notre facilitatrice, Madina, Marie, Marie-Ève, Viviane. Une grosse main d'applaudissements. Merci. Merci pour vos partages, pour vos trucs, puis aussi votre vulnérabilité. C'est pas nécessairement évident là, de venir devant tout le monde puis parler de moments plus difficiles ou aussi de succès. C'est pas quelque chose que les femmes ont tellement tendance à faire, alors bravo. Merci à vous d'être venus ce soir. Merci à Binox, évidemment, pour la collaboration, de nous accueillir ici. Puis merci à Banque Nationale. Alors, pour la suite, je vous encourage à aller vous chercher des cocktails, de la nourriture, des mocktails. Avec la nourriture, il y a beaucoup de nourriture, alors servez-vous. D'ailleurs, on fait affaire avec le Resto du Plateau ce soir, qui est un organisme de réinsertion sociale. Alors, prenez ça en note, là, ils sont vraiment, vraiment, vraiment cool. Alors, merci encore tout le monde. C'est génial. C'est génial, vraiment.